Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, encore un, de Nom d'un Pipeline. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphane de Rotio. Salut Bonjour Stéphane. tout le monde. Je suis Salut. super content d'être sur Nom d'une pipeline. J'adore le nom du podcast. Ah, merci. Bah écoute, moi je suis super content de te recevoir. On ne se connaît pas, enfin on s'est parlé récemment pour faire connaissance, mais on ne se connaît pas d'avant. Des fois je reçois des gens que je connais depuis longtemps, mais toi c'est pas le cas. Tu es tout nouveau dans mon cercle, donc bienvenue. Très bien. Je suis ravi. Alors je sais un peu de quoi on va parler parce qu'on a un petit peu, on peut discuter en avance de phase forcément pour préparer l'épisode. Bon, je suis super excited. Je préfère le mot anglais que le mot français pour ça. Parce que il y a plein de sujets super cool. Alors peut-être déjà, tu commences par te présenter Stéphane pour savoir un Oui, peu qui tu es. Oui. alors je suis ce qui est écrit sur mon t-shirt, Kafka Expert. Alors je suis CTO et cofondateur d'une boîte qui s'appelle Conductor. Donc c'est une boîte qui est d'origine un peu, enfin on est des fondateurs français, mais on est à Londres, je suis à Londres, et c'est une boîte américaine. Donc on a un truc un peu fouillis. Pour plein de raisons assez complexes. Je suis ingénieur depuis 15-20 ans, je sais plus, de 2008, je crois. J'ai beaucoup travaillé dans la data dans toute ma carrière depuis le début, et j'ai rapidement switché sur la donnée en temps réel, donc avec Kafka depuis très longtemps. J'ai touché les domaines de l'adtech, donc l'adtech c'est les publicités en ligne. C'est un très très beau domaine techniquement d'ailleurs, même si on n'aime pas forcément être la cible, c'est un magnifique domaine dans la tech, il y a énormément de choses à faire. Et après j'ai aussi beaucoup travaillé dans le retail, alors dans le nord de la France d'ailleurs, les Auchan, les Leroy Merlin, les ADO, etc. Où là, c'était plus à échelle, à vraiment wide échelle. En fait, tout ça, ça m'a drivé vers me rendre compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, en fait, enfin, beaucoup de choses à faire dans le domaine de la donnée en temps réel à échelle. Et en fait, ça m'a fait créer la boîte Conductor avec d'autres fondateurs qui sont aussi très les données et faciliter en fait l'accès aux données au temps réel dans les boîtes. Et voilà. Et là, ça fait 4 ans, un peu plus 4 ans, en 2020, que la boîte existe. Euh, on a des magnifiques clients internationaux, US, Europe, etc. Voilà, on a gagné en maturité. Moi-même, j'ai gagné en maturité. Euh, et au début, on était vraiment petite boîte. Et en fait, maintenant, on vend vraiment à des groupes internationaux qui ont des problèmes assez importants, on va dire. C'est cool. Du coup, ça veut Ouais. dire que tu as construit, enfin, co-construit Conductor, en fait, basé sur ton expérience de ce que tu faisais avant et des problèmes que tu résolvais avant. Je parle de ça parce que je trouve ça assez intéressant. Souvent, il y a plein de gens, pas forcément le public de ce podcast en général, mais aussi, qui veulent un peu te monter une boîte, avoir une idée de Hmm. produit ou trucs comme ça. Et c'est difficile, je trouve, d'avoir ces idées out of the box, tu vois, quand tu les. C'est pas en te promenant comme ça et en restant chez toi que tu les trouves. En fait, souvent, c'est quand tu bosses, tu vois les patterns chez tes différents employeurs ou clients si tu es consultant ou freelance et tu finis par voir le point commun. En fait, c'est un peu ce que vous avez fait chez les conducteurs. C'est ça, c'était vraiment le produit. Là, je travaillais sur vraiment un environnement Kafka et en fait, on s'est dit, mais ça serait bien d'avoir un outil pour nous aider en fait, parce qu'on commençait à répéter les mêmes choses. En fait, ça sent quelque chose. Et en fait, maintenant, pour être fondateur, vraiment là, en discussion plus fondateur, c'est il faut pas essayer de chercher une idée dans laquelle on n'a pas senti en fait la pain, le challenge, le truc. Ça, sinon, on n'arrivera pas sur la durée. Moi, ça fait 4-5 ans, j'ai toujours la même niaque parce que les problèmes, ils sont tellement ancrés en toi que tu sais en fait exactement de quoi tu parles. Je peux te parler des problèmes pendant des années. Je sais de quoi je vais parler parce que je les ai vécus, parce qu'on a des cicatrices vraiment du domaine dans lequel on a fait la boîte. Et donc, en fait, ça sert beaucoup à juste être un peu une personne de confiance, un peu une certaine autorité. Bah oui, je l'ai vécu en fait, j'ai vécu tout ce truc et je fais la boîte parce que je sais globalement en fait où il faut aller pour aider les gens comme moi, mais qui arrivent au moment où moi j'avais il y a 5-6 ans, qui rencontrent en fait les mêmes problèmes parce que les problèmes dans l'IT, c'est toujours les mêmes, hein, globalement, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. On fait juste des petits cycles et à chaque fois on repart en arrière. Euh, mais voilà, je pense vraiment qu'il faut faire une boîte quand on l'a vécu la peine. Parce que là, ça sera facile. Tu sais bien que pour faire une société, ça dure pas 2 ans, 3 ans, ça dure plus longtemps. Donc, il faut avoir un certain grit, on va dire en anglais. Faut s'accrocher, s'accrocher. Et la meilleure manière de bien s'accrocher, c'est de l'avoir aux tripes en fait le problème, de vraiment le cerner parce que tu l'as vécu, quoi. Ouais. C'est quoi ce problème? Alors le problème, c'est que c'est une très bonne question, hein. N'est-ce pas? Le problème, c'est que le monde avec les données, donc je suis très très donné, hein.
Le monde, il y a de plus en plus de données. C'est pas un mystère. C'est vraiment exponentiel le terme de données. Je sais plus c'est combien d'exabytes maintenant je sais plus par jour ou par mois, je sais plus qui se crée dans le monde. Alors exa, je sais même plus te dire le nombre de zéros hein, qu'il y a derrière. Euh, Avant, on était très database, big database, enfin les grosses bases de données où tu fais du SQL. Mais en fait, maintenant, toutes les sociétés, on le sait, hein, tu prends Uber, tu regardes Netflix, enfin peu importe toutes tes activités que tu fais dans le monde maintenant, c'est Snap, c'est en temps réel, quasiment en temps réel. Et le problème, c'est ouais, mais le temps réel, ça doit toujours marcher, donc 24/24. Il y a un flux assez important de données qui arrivent, et ça fait que toutes tes pièces dans ton architecture, bah, ils prennent en fait en constante, ils sont constamment, constamment attaqués par des nouvelles données. Ils font du nouveau processing. Ça crée des nouveaux use cases parce que c'est facile, tiens, je peux faire ça, se connecter à Kafka en particulier, c'est assez facile. Donc, il y a une explosion de use cases qui arrive. Ça fait que tu as une explosion de data qui crée une explosion de use case, qui recrée de la donnée, qui recrée des use cases. Et en fait, d'un coup, c'est le problème dans les entreprises qui veulent faire ça, c'est ah ouais, on veut faire du temps réel, on veut partager nos données en interne ou à l'externe. Et en fait, ils explosent de l'intérieur en termes de données, de volume de données. Ça fait que tu as des énormes problèmes de sécurité. Je crois qu'en France, il y a encore un mois, 2 mois, il y a eu un gros data leak. Je pense les cartes vitales et tout, la moitié de nos Ouais. cartes vitales ont été leakées, quelque chose. Enfin, tu vois, la sécurité, faut la prendre, faut la cerner. Et après, c'est le contrôle. En gros, quand tu as une explosion, c'est cool, tu es un architecte, c'est cool, on a plein de use cases métiers. Mais à la fin, en fait, tu comprends plus ce qui se passe dans ton architecture, dans ton organisation. Qu'est-ce qui se passe, qui a accès à quoi? Je sais pas, tu merges avec une autre boîte. Comment ça se passe, le merge des boîtes? Qui a accès à quoi? Comment tu sais tes données, elles vont où? Comment tu sais que tu n'as pas des data leaks qui traînent? Et en fait, nous, on a vraiment des clients qui viennent chez nous parce que, bah, en fait, ils ont peur, quasiment la peur, tu vois, la peur de, je maîtrise plus ce qui s'est passé. Au début, c'était rigolo. Après, c'est plus rigolo, en fait, parce que, bah, c'est un business, hein. Les clients, c'est des business. Et en fait, ils veulent se recréer leur confiance avec leur architecture. Et le problème, c'est ça. C'est comment tu recrées, en fait, la confiance d'une organisation envers ses données pour être sûr qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Au niveau des données, en fait, ça sous-entend toutes les parties, le stockage, le transport. Alors bonne question. C'est pas forcément la tech. La tech où tu vas chez des providers, hein, genre je sais pas Ouais. AWS, genre Confluent, genre Redpanda, etc. C'est plus en fait l'intelligence de tes données et la qualité de tes données souvent. Et Ok. par où les données transitent en fait, qui a accès à quoi. En fait, c'est plus ça qui se perd. On a, je pense à un autre cas où une belle institution, beaucoup de données, toutes les données étaient accessibles par tout le monde dans la boîte. Ok. Tout le monde. En fait, ça paraît, c'est cool, comme ça on va itérer vite, on va être agile. Il y a probablement leur chief of security, il va faire, attends, ça va pas du tout, mais tout le monde n'est pas censé avoir accès. J'ignore régulièrement des choses, moi, sur la sécurité de nos données par rapport à nos propres clients. Euh, Heureusement que tout le monde n'a pas accès à tout, en fait. Et c'est comment tu t'aides une société qui est déjà établie, hein, qui est déjà bien établie, en fait, à trouver un chemin pour reprendre le contrôle de qui fait quoi, de qu'est-ce que les gens sont censés pouvoir faire et pas censés pouvoir faire, quelles données avec les regulations, les GDPR, les CCPA, etc. Mais comment tu gères en fait ces cas-là maintenant? C'est cool d'avoir plein de données. Ouais. En fait, comment tu sais que tes emails transitent, c'est quoi le flow de tel email? Si quelqu'un a renommé un champ email en quelque chose d'autre, mais c'est toujours un email, en fait, comment tu le sais, comment tu le retrouves? Et comme les données se propagent en temps réel, se propagent à des parties, à des third parties, à des partenaires, par exemple, donc en dehors de ta boîte, comment tu sais? Et en fait, c'est vraiment ce problème-là qui est assez fondamental. Et c'est plus la tech elle-même, la fondation en fait du storage, etc. C'est comment j'utilise maintenant mes données. Et c'est ça le Donc vrai c'est vraiment de problème. la traçabilité au niveau métier et ce que je trouve, enfin, ce que tu dis sur le point, enfin, je me dis il y a sûrement des gens qui écoutent et qui se disent, bah, c'est pas grave si tout le monde a accès aux données, et cetera. Et c'est juste pour rappeler que la sécurité, je le fais à tous les épisodes, je crois maintenant, mais la sécurité c'est vraiment un compromis entre l'usabilité, si c'est un mot Mhm. français, et du coup la disponibilité des choses. C'est-à-dire que c'est facile de que tout le monde ait accès, mais le jour où quelqu'un qui n'est pas censé avoir accès y a accès et se fait pirater son compte tout simplement, par exemple, bah c'est dommage parce que du coup
si c'était juste fait pirater son compte et qu'il n'avait pas accès aux données qu'il n'a pas besoin, par exemple, ben, du coup, d'éviter ce genre de problème. Et si tu donnes accès à tout le monde par défaut, bah, en fait, pas de chance, tu augmentes ta surface d'attaque à chaque fois que tu donnes plus d'accès. Donc, la ségrégation, les accès sous need to know basis, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment besoin d'avoir accès aux données ont accès aux données. C'est quand Mm. même des trucs assez basiques dont tu as besoin d'implémenter assez vite niveau sécurité si tu veux éviter d'avoir un truc qui est un peu troué de partout en interne. Et après, il Mm. faut juste donner accès aux gens s'ils ont besoin pour bosser aussi. C'est toujours Mais le c'est plus ça, c'est utilisateur. le problème. Le problème, c'est pas que les externes. C'est pas, il y a des hackers qui vont nous hacker. Non, non, le problème, c'est ton interne aussi. C'est ce que tu es en train de dire, de l'interne, parce que les credentials, c'est facile d'en récupérer. Semaine dernière, donc là, semaine dernière, c'était début juin. C'était quoi? Une histoire avec Snowflake, je crois, ou Databricks. Ouais. Quelqu'un, un customer engineer s'est fait choper ses accès. Il avait accès à plein de projets. Bah, quelqu'un est arrivé, boum, grâce à ses accès, il a leaké mais plein de données de chez des clients de Snowflake ou Databricks, l'un ou l'autre. Ça vient de l'intérieur, la sécurité. Ouais. C'est pas l'extérieur, c'est presque facile maintenant. Et le problème, c'est à l'intérieur. Il y a tellement de gens, il y a tellement de. C'est un organisme comme une fourmilière. Donc en fait, c'est comment tu maîtrises, qu'est-ce qui se passe dans ta fourmilière. Et c'est ça, ça devient ça en fait le vrai problème à notre époque. C'est l'interne. Et vous résolvez ce problème-là chez Conducteur dans le contexte de Kafka, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Et plus Euh, particulièrement, concrètement, vous faites pas c'est, comment, peut-être dans on, les détails techniques, mais dans les grandes lignes, c'est quoi? on fait comment en fait on donne en fait des solutions alors qui permettent de faire tout ce que la sécurité, tout ce que les teams de sécurité vont vouloir implémenter en fait sur les données. L'encryption, c'est le cas 101. En gros, je veux pas que mes données aujourd'hui, quand tu envoies des données, tu utilises HTTPS ou chez Kafka, tu utilises du TLS. Tu fais assez cool, c'est sécurisé en transit, même si un middleman, il va pas voir les données. Le problème, c'est at rest. En fait, c'est ton storage de données. Ton storage, de plus en plus, tu ne veux pas stocker tes données en clair. Tu te refuses. Je parle même pas de l'Europe vers les US, où, par exemple, tu vas chez Confluent hein, ou chez des amis, tu traverses le continent, t'as pas les mêmes lois forcément de tes données en Europe que tes lois US. Donc tu dis ah non non moi je veux toujours envoyer mes données chez mon provider encryptées at rest. Donc ça fait que tu dois avoir un mécanisme qui permet d'encrypter tes données avant qu'elles partent en fait, avant qu'elles partent dans les tuyaux. Et ça aujourd'hui, par exemple nous dans le domaine Kafka, bah, ça n'existe pas. Kafka, il y a pas de. Donc Kafka déjà il est déjà en fin de chaîne, donc il est déjà chez le provider, donc c'est déjà trop tard. Tu peux pas encrypter là, il faut les encrypter au moment où tu les émets, donc au niveau applicatif. Et aujourd'hui, côté applicatif, il n'y a rien. Ok. Ou il y a où tu vas faire un SDK, tu vas faire ta librairie en Java, en Python, en something. Sauf que ici on parle à l'échelle d'une boîte. À l'échelle d'une boîte, généralement, il n'y a pas un langage, et il n'y a pas une version de langage. Donc comment tu vas dire, attends, je veux faire de l'encryption dans ma boîte. Ah, mais j'ai du Java 8. Ah, j'ai aussi du Java 17. Mais j'ai du Rust, j'ai du Spark, j'ai du Python. En fait, était là, comment on va maintenir nos librairies côté client pour faire l'encryption. Et nous, on arrive avec une solution qui se met au milieu, donc une proxy Ok. là, en l'occurrence. Et l'avantage de ça, c'est que maintenant, tes Security Ops, en fait, ils ont un accès direct pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la sécurité dans ma boîte. Sans aller regarder le code applicatif, sans aller demander au provider, parce que de toute façon, ils n'ont pas le contrôle. En fait, tu peux piquer entre deux. Et donc, tu sais maintenant. En fait, ça un peu révèle la sécurité dans ta boîte. Et en fait, c'est ça qu'on offre à nos clients. Ok. Et Ouais, c'est clair. encryption, c'est juste une partie des Ouais, parties. c'est une partie importante de la sécurité. Sachant que ouais, tu parles d'encryption à Trust. Pour moi, t'as deux niveaux. Je pense que vous êtes t'as le niveau en général qui sont par exemple tes volumes Amazon de disques, enfin, tes Yes, disques durs en gros sont chiffrés, ce qui est le cas bien sûr. chez beaucoup de providers, out of the box, tes volumes, je sais pas moi, Oui. EBS, machin, etc. sont chiffrés. Donc ça veut dire que si on vole un disque dur dans le data center, bah c'est chiffré, du coup on peut pas le déchiffrer. Ça c'est cool, Oui. mais c'est un peu le truc basique, mais c'est pas forcément le plus gros problématique que tu as. Le plus problématique, c'est que si quelqu'un a accès à la machine qui, elle, sait déchiffrer le volume en question et donc peut lire les données qui sont sur la partition du disque dur, concrètement, bah, si t'as pas à chiffrer les trucs qui sont là-dedans, dans tes fichiers de stockage Kafka ou Yeah. autre, ben, du coup, on peut les lire. Donc c'est là où je pense que vous intervenez clairement Alors en plus exactement, sur cette couche-là, quoi. exactement, et c'est un peu une inversion parce que c'est ce que tu dis. Dès que tu as accès ou dès que tu as accès à un credential qui va te permettre d'accéder, tu vois, au data Kafka, nous par exemple, elles Mm. vont être décryptées même si ton disque est encrypté. En fait, nous, on fait un peu une sorte d'inversion de contrôle en disant, toi, le client, c'est toi en fait qui tient tes clés d'encryption maintenant. Tu es le seul à savoir. Donc même peu importe ce qui se passe derrière,
peu importe les leaks de credentials, les accès aux disques durs, peu importe, c'est toi qui as les clés, tu es le seul en fait. Et donc tu es en maîtrise de dire qui a les clés pour déchiffrer. Et ça, c'est de ton côté. En fait, c'est ça, ce nouveau, on va dire, pouvoir que nous, on offre, c'est que c'est l'entreprise en fait qui maîtrise ça, c'est la seule à avoir les clés. Tu fais pas, en gros, tu fais confiance à personne. Hein. Dans le monde de l'IT maintenant, tu as le zero trust, tu ne fais confiance à Mmh. personne, sauf à toi-même, enfin à ton organisation. Et donc Ce en qui est fait, c'est vraiment... un Ouais, ce qui est un bon modèle, le 0,3, je pense que ça a vraiment explosé depuis 15 ans et que c'est devenu un peu le standard dans plein de trucs, mais maintenant que tu tournes sur plus sur des cloud providers et cetera et c'est devenu vraiment la norme en termes C'est ça, ouais, de les sécurité. bring your own keys, tu vois, Mmh. BIOC, c'est un acronyme que souvent utilisé. Après, c'est mature. On va pas se leurrer, c'est mature comme pattern. Je sais pas si toi, tu en vois beaucoup Ouais. encore des entreprises qui vraiment embrassent en fait un modèle de sécurité assez élevé. Faut quand même simplifier ça. Faut simplifier en fait l'accès à ce genre de Ouais. technologie sans parler de concepts un peu trop avancés, sinon tu perds tout le monde généralement. Je vois encore beaucoup d'entreprises qui ont juste pas du tout ce genre de problématique, à l'esprit pour l'instant. Donc, ça dépend vraiment je pense des verticales dans lesquelles tu évolues et Mm. des milieux et niveaux techniques chez qui tu bosses. Mais après, il y en a de plus en plus, hein, mais, j'en vois encore beaucoup qui sont pas du tout à champ de réflexion, Ouais. pas chez nos clients parce que c'est souvent des boîtes qui sont, par exemple des SaaS et cetera. Donc effectivement, elles ont ce niveau de réflexion comme toi et moi parce qu'on opère un peu dans le même monde et qu'on a les mêmes prérogatives et requirements en termes de sécurité, par exemple, et cetera. Donc c'est un peu chose. Mais chez des clients dont c'est pas le cas, ou moins le cas, ou moins avancé techniquement, bah ouais, c'est pas forcément encore à ce niveau-là. Je pense que ça y vient petit à petit, hein, parce que tout se déplace, mais il y a toujours une latence de quelques années, des fois, entre Mm. ce que les premiers font et les derniers mettent en place, ça devient un peu standard. Donc, mais ça Mais reste toujours. je pense que et là, c'est notre rôle, hein, quand tu fais, tu vois, quand tu fais une société, quand tu veux résoudre un problème, c'est pas le résoudre d'une manière encore plus complexe, encore plus complexe. C'est comment tu résous un problème, mais de manière en fait simple, sans parler dans la tech. La tech, c'est un moyen de faire quelque chose. En fait, c'est comment tu baisses le niveau, on va dire, d'accessibilité à Mm. quelque chose qui peut être complexe derrière, mais comment en fait la façade, elle est très simple. Ça devrait être un one-click. Tu veux sécuriser tes données, checkbox. En fait, et derrière, whatever, ce qui se passe, c'est là où l'expertise de ta boîte, par exemple, elle arrive Ouais, et on sait qu'est-ce qu'on fait. exactement. Et dans le contexte qui nous intéresse ici, CI, voire Le CI. CI/CD, Ouais. qu'est-ce que tu fais de particulier? Alors la CI/CD, il y a, t'imagines une boîte maintenant assez large, avec plusieurs business units, avec des milliers de personnes par exemple. Euh, je te parlais de contrôle et de visibilité sur qu'est-ce qui se passe. En fait, la CI/CD, nous, c'est, je pense, quasiment 100% de nos clients, hein, et c'est normal, utilisent leur CI/CD et nous-mêmes, par exemple, pour dire d'avoir un standard, une sorte de blueprint, de pattern. Oh, je sais plus, désolé, je fais beaucoup d'anglicisme. Pas grave. Euh, Je suis pareil. C'est pareil. un petit podcast Jean-Claude Van Damme, donc pas de problème. Voilà, parfait. Euh, et en fait, c'est pour leur aider. Donc, la CI/CD, c'est vraiment, je veux pas forcément en tant que, tu vois, je gère ma plateforme Kafka dans ma boîte. J'ai déjà beaucoup de pression sur moi parce que si Kafka tombe, il se passe un truc, mon business s'arrête. Donc, en fait, c'est comment je vais aider mon entreprise à ne pas dépendre de moi. Donc, je veux pas être un goulot d'étranglement. Je veux pas moi-même avoir toutes les requêtes de tout le monde pour juste avoir accès aux données. Hey, il s'est passé ça, est-ce que tu peux m'aider? En fait, la CI/CD, ça intervient pour dire, je vais poser des standards, je vais poser une base, je vais poser une base de contrôle, je vais poser des standards, je vais normaliser les noms, j'en sais rien, les noms de tes topics par exemple dans Kafka. Et tout ça va se faire dans la CI/CD. Donc maintenant, CI/CD, c'est un peu ton état désiré de toute façon, qui dit mon état d'architecture, mon état de mes données, mon état de ma sécurité dans ma boîte, c'est des fichiers YAML, c'est des fichiers Terraform, peu importe, qui sont dans mon GitLab, et tout passe par la CI/CD. Donc la CI/CD, ça va valider que, par exemple, si quelqu'un veut créer un nouveau topic, parce que bah, voilà, j'ai un nouveau produit, je veux créer un topic dans Kafka. Si j'essaye de mettre un nom à la con, la CI/CD va faire, t'as pas le droit de créer ça, ça répond pas à la policy de la boîte. Si tu crées, par exemple, tu as un nombre de partitions, Kafka, très important le concept de partition, tu veux pas en avoir trop dans ton système Kafka. Euh, si quelqu'un met 100, la CI/CD va faire, t'as pas le droit, 100 c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi, si tu veux 100, tu viens nous parler. Mais si t'en veux 10, tu nous parles pas. Donc en fait, la CI/CD dans le concept Kafka et même les données là en temps réel,
C'est vraiment en fait recréer une sorte d'agilité pour les entreprises en donnant le contrôle aux développeurs, aux équipes, mais avec comment on dit en français, des guardrails, des, Les garde-fous, des c'est ça? garde-fous pour être sûr que ils vont pas faire n'importe quoi. Parce que des fois, c'est trop technique. Et tout le monde fait des erreurs, tout le monde ne sait pas tout, c'est normal. Donc en fait, c'est comment tu mets pas mal de garde-fous pour rentrer Parce tout le monde. que, si je dis pas de bêtises, alors je ne suis pas expert Kafka et c'est aussi le cas des gens qui nous écoutent. Ce que tu me disais sur Kafka, c'est que en fait le développeur finalement configure ces aspects-là de Kafka, c'est-à-dire le nom des topics, le nombre de partitions et Exact. cetera. En fait, c'est l'application, c'est-à-dire que je fais le parallèle avec des choses peut-être où les gens sont plus habitués, où quand tu déploies un service, tu dois configurer ton service avec un nombre de partitions des topics. En fait, c'est pas le cas de Kafka, c'est l'application qui va elle-même déclarer ces settings-là et sûrement plein Yes. d'autres. Et donc, du coup, toi, côté enfin, si on imagine que tu es administrateur Kafka, tu es un peu à la merci de ce que vont faire les gens de l'application. Donc, ils peuvent faire aussi Exactement. n'importe quoi. Surtout Exactement. que si tu fais le parallèle avec, je sais pas moi, enfin, un peu le métier de DBA pour les bases de données ou ce genre de choses, tu peux avoir des gens qui sont experts de Kafka, qui connaissent très bien le sujet, mais c'est pas le cas des développeurs, ce qui arrive souvent aussi dans le monde de la base de données malheureusement. Yes. Et du coup, tu vas avoir des développeurs qui vont implémenter des anti-patterns, des choses qu'il faut absolument pas faire, qui vont exploser, qui vont dire ah Kafka ça marche pas, alors qu'en fait Kafka marche très bien, c'est juste qu'ils savent pas l'utiliser. Donc toi, tu permets en fait aux experts Kafka de dire bon, on a un Kafka, il est peut-être déployé d'une certaine manière, il a des contraintes X, Y, Z, et on sait qu'on veut pas faire ce genre de compromis. Et tu peux du coup, via ta CI, en fait, transmettre ces compromis que tu as fait, comme tu dis, ces garde-fous qu'on t'a mis en place pour éviter que les développeurs se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'ont pas forcément l'expertise et la connaissance du sujet qu'ont les experts Kafka chez toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'avec Kafka, tes applications parlent tout de suite à Kafka. Donc en fait, c'est comment tu es sûr que la configuration est correcte. Tu as fait un très bon parallèle avec les bases de données. Hein. Combien de fois ça n'existe pas, je suis en train de me rendre compte de ce que tu dis. Mais comment tu protèges que quand je crée, tu vois, je fais mes requêtes dans ma base, je fais mes create table, machin. Aujourd'hui, on sait qu'on manque souvent d'index, ou on Ouais. crée n'importe quoi. On crée des champs, par exemple, je sais pas, des varchar 255. Ah non, tu devrais utiliser texte, machin. Comment t'enforces que tu vas pas créer, en fait, des types et des schémas un peu farfelus dans une équipe? Une équipe de développeurs. On sait pas tous, on n'est pas tous experts DBA, enfin experts database, surtout en fonction des types de database. Tu vois, c'est le même concept. C'est comment Ouais. tu protèges en fait les créations un peu aléatoires. Alors, mais le pire, c'est pas forcément aussi déjà d'empêcher les développeurs de se tirer une balle dans le pied. C'est d'empêcher qu'ils explosent l'infrastructure derrière à cause de En ces plus. erreurs-là. Ouais, en plus. Il y a un trick, je vais pas le dire ici aux personnes parce qu'ils pourraient tuer leur Kafka, mais dans Kafka, tu as une propriété que tu peux mal configurer d'un point de vue client, tu peux exploser tes brokers derrière. Donc, ton infra, elle peut tomber quasiment. Je te la fais tomber. Hmm. Si t'as pas un garde-fou, je peux faire une petite erreur parce que j'ai été voir sur Stack Overflow quelqu'un qui a dit de faire ça, alors je l'ai fait. Et ça peut Sudo vraiment. rm-rf slash il m'a dit, Alors et je vois pas, c'est je vois pas l'équivalent. je vois pas ce qui pourrait mal se passer. T'as l'équivalent et donc c'est vraiment où là, en tant que plateforme engineer, en tant que team socle par exemple dans les entreprises, comment je m'en sorte, c'est je vais être sûr que mon organisation va pas tomber parce que il y a un nouveau développeur qui vient d'arriver et c'est pas sa faute, il a fait une bêtise. Comment je me protège? Voilà. Donc c'est très important et tout la CI/CD, c'est vraiment le contrôle en fait, c'est vraiment la source de vérité et toutes ces règles en fait passent par la CI/CD. Ceci dit, ça sous-entend du coup de concrètement, parlons concret que dans ta CI, ton application lance, des trucs, des tests ou autres qui vont utiliser, un Kafka ou un proxy Kafka qui pour de vrai donc on est sur quand même des tests plutôt fonctionnels où tu vas vraiment, tester l'application et qu'elle doit se connaître jusqu'au bout. Du coup, s'il y a pas ces tests-là qui sont mis en place côté dev, tu peux quand même passer, outre j'imagine? Alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Tu as effectivement les tests fonctionnels, j'en parlerai juste après, mais en fait, la première partie de la CI/CD, c'est plus la CI/CD, aujourd'hui avec Kafka, elle va configurer heu, que ce mécanisme dont je parlais juste avant, le middleman, la proxy, en fait, elle est configurée avec des règles très précises et là, ton application, elle,
elle passe pas par la CI/CD aujourd'hui. Si tu fais ton petit Java moins jar quelque part, qui parle à Kafka, enfin qui parle à une proxy, en fait, les règles de la CI/CD ont été mises dans la proxy. Et maintenant, ton application parle tout de suite à la proxy. Et heureusement, elle a les règles qui ont été configurées par la proxy. Ok. T'as pas de mécanisme aujourd'hui pour dire euh, mon application, mon petit Java Spring Boot, mon Python, mon Spark, whatever, j'ai un contrôle sur la configuration. Tu l'as pas. Ça, c'est du code pur et dur. Et en fait, la CI/CD t'autorise finalement à configurer une pièce entre deux. Mais quand tu parles de test fonctionnel, alors ça c'est une autre partie que j'ai pas encore abordée. Euh, c'est pour ceux qui connaissent, c'est du chaos testing. Donc il y a une partie de chaos testing, donc le chaos testing, chaos engineering, un terme inventé par Netflix si ma mémoire est bonne, pour tester que ils font tomber une zone entière dans leur Kubernetes et ils regardent si Netflix marche toujours. Et ils ont ce qu'ils appellent ça c'est un monkey testing, je crois. Ils ont le gorilla testing où ils font tomber une région entière chez Netflix. Donc ils tuent complètement US North chez eux. Est-ce que Netflix marche toujours? Donc voilà, le principe du chaos, c'est en gros, je veux me faire mal et je veux vérifier que je marche toujours. Et avec Kafka et la CI/CD, donc c'est le même concept. Kafka, c'est du réseau. C'est vraiment un truc réseau qui est derrière, qui vient avec plein de problèmes réseau. Aujourd'hui, quand on crée une application, on pense pas aux problèmes réseau. Je sais pas si tu connais les network fallacies, les 7 Mhm. network fallacies, je pense. Le réseau est idéal. En fait, non, c'est vraiment pas vrai. En production, tu vas vraiment avoir des trucs rigolos. Comment tu testes fonctionnellement et techniquement que ton application, ton Spring, ton Spark, il va pas planter à la moindre petite erreur réseau. Et c'est des erreurs que tu peux pas simuler facilement parce que ça fait appel au réseau. Tu peux pas aller demander à AWS. À AWS, tu peux pas faire en sorte que mon Kafka il galère un peu. Comme ça, je vais voir comment mon application réagit. Et en fait, ça c'est la partie où comment tu simules des problèmes de production, mais en staging en fait sur ta CI. Et donc ça c'est quelque chose que tu peux faire avec toujours ce même concept, par exemple de proxy ici. Ta CI, elle va dire allez, j'utilise test container, je lance mon Spring Boot par exemple, je lance un Kafka, je lance une proxy, et la proxy, je vais lui dire, OK, tu te mets en scénario où tu vas ramer, où tu vas bien ramer, et je vais faire un scénario comme tu fais du JMeter, etc., les technologies pour influer le throughput. Et tu lances tes tests d'application maintenant. Et tu regardes si ça se déroule bien. Et en fait, comme tu vas simuler des erreurs entre deux, entre Kafka et ton application, tu vas voir si ton application, en fait, sait bien réagir. Si tu as bien catch une exception qui fait ramer. Si tu as fait un retry ou si tu n'as pas fait de retry. Et en fait, ça te permet d'être sûr que quand ça va arriver en prod, parce que ça va arriver en prod, tu seras safe. Donc ça, c'est une partie très importante aussi, qui est souvent, quand on parle aux développeurs, ils sont assez excités parce qu'ils disent mais on pouvait pas faire ça avant. Et en fait, là, tu leur donnes finalement les clés de se faire mal, mais pas en production. Ils se font mal dans un environnement contrôlé, on va dire. Donc ça, c'est la CI pure, très très pratique. Ouais, mais je pense que ça c'est super intéressant. J'ai fait ce genre de taf il y a quelques années, à l'époque où j'étais ingénieur, de justement simuler ce genre de test et cetera, Mm. et c'est vraiment bien. Ça résout une grosse partie de tes problèmes quand tu es développeur, et des fois tu es développeur, et j'ai été développeur où j'avais pas accès à la prod par exemple, où je faisais des logiciels qui tournent ailleurs et auxquels tu as pas accès du coup. C'est super difficile dans ce genre de cas de pouvoir reproduire éventuellement le problème. Puis déjà, de toute façon, même sur de la prod auquel tu as accès, tu peux pas toujours reproduire les problèmes. Le jour où je sais pas, AWS ou autre provider se met à avoir un problème qui dure 30 minutes et toi tu dormais, pour reproduire le problème, bon courage, quoi. Tu peux pas le Ouais. voir, donc tu as tes traces, tu as des logs, tu as des erreurs sentry, peu importe, mais si c'est super difficile et de maintenir ça dans le temps, si t'as pas un truc qui, entre guillemets, est capable de simuler un peu tous les scénarios que tu peux avoir en prod, de problèmes de connexion, de ralentissement, enfin, il y en a tellement de Mm. problèmes réseau que tu peux avoir et que tu n'anticipes pas, que c'est un vrai problème. Enfin, il y a tellement de trucs dans tous les sens qui sont super intéressants. Et je pense que quand tu as une solution qui permet de faire ça, de le maintenir sur la durée, et ça fait pas 100% du taf, mais ça Mm. dégrossit vraiment le truc. Après, je pense qu'il te faut quand même de l'observabilité derrière, parce que tu auras toujours des choses incroyables qui vont se passer en production que tu n'auras pas pensé, pas encore simulé, etc. Même si j'imagine que les solutions de simulation sont de plus en plus poussées et tu arrives à Ouais. reproduire de plus en plus de parties des vrais problèmes de la vraie vie. Mm. Mais voilà, on ne sait jamais, donc il faut quand même pas se passer. Le test c'est bien, mais c'est jamais non plus.
peux pas faire à 100% forcément. Ouais. Mais ce genre de truc en tant que développeur, enfin, et puis il y a pas beaucoup de développeurs qui, je pense que la vraie valeur, c'est quand en plus, tu commences, tu prends ton application, tu dis ça fonctionne et tu la connectes sur un proxy comme ça qui peut simuler plein de problèmes, et tu te rends compte qu'en fait, tu gères aucun des problèmes de C'est timeout, ça. C'est ce qu'on c'est ça, disait. C'est c'est comment fabuleux en termes de valeur, tu quoi. comment tu simplifies, en fait, l'accès à un pattern. Voilà, là, je parle de chaos engineering, mais en fait, on s'en fiche. C'est comment tu simplifies le j'ai juste une GitHub Action que je mets, je me dis: «Vas-y, tu simules du caca et vas-y» et je teste et je veux pas savoir derrière fonctionnellement, enfin techniquement, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est comme ça que tu commences à faire grandir aussi un peu l'expérience, hein, des développeurs en Ouais. mode tu révèles, en fait, tu révèles quelque chose. Et alors il y a quelque chose dans tout ça, c'est les disaster recovery plan. C'est quand tu es une boîte, tu fais un DRP. Comment tu testes un DRP aujourd'hui? Tu peux pas aller demander à tes AWS, à tes Confluent: «Vous pouvez, tuer ma prod?» Tu vas être comme ça, hein. Et donc c'est forcément le fait où tu dis: «Attends, je vais juste tester un sous-ensemble de mes applications et je vais faire en sorte que Kafka plante». Donc la proxy, elle va simuler un plantage en quasiment production, hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça switch? Qui va switcher? Est-ce que tes applications vont retry et vont switcher sur, je sais pas, le nouveau data center? En fait, c'est comment tu peux aussi simuler ça presque en production. Comme Netflix, hein. Netflix, si tu es vraiment leur vrai truc en production, c'est comme ça que tu le sens. Parce que staging, c'est un peu trop facile. Et ça, c'est un point très important. Les DRP, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous vient de plus en plus. On a besoin de gérer notre DRP, d'écrire notre DRP. Et bah, Kafka, ça prend une place de plus en plus critique parce que c'est là où toutes les données passent de ton entreprise. Donc ça fait partie d'un DRP. Et c'est comment tu gères ça. Donc voilà, c'est pas du testing là, c'est un Mmh peu plus mh. tricky, mais Ouais, mais en fait, sur le DRP, tu es quand même dans le même esprit, ou de savoir, comment tu fais quand ça marche pas pour revenir dans un état où ça marche, ouais, et malheureusement, oui, enfin, je pense que la plupart des boîtes, ont un DRP théorique, et en pratique, tu peux tester des morceaux, tu peux jamais tout tester ensemble non plus, c'est ça. et comme tu dis, tu peux pas tester les vrais scénarios catastrophes parce que déjà, tu as pas envie qu'ils arrivent, donc si tu toi, tu veux les provoquer, ouais, je pense que l'approche de Netflix, c'est ce qu'il y a de plus proche finalement de le chaos testing, où tu dis: «Tiens, je vais flinguer une partie de mon appli», ou supprimer des données de manière aléatoire, enfin des trucs, je dis, je vais restaurer des backups pour le fun. C'est quand même super compliqué de se dire que ça va être fun, et même Ouais, si tu es censé simuler, dans beaucoup de process, des boîtes qui sont ISO ou SOC et cetera, de simuler tes DRP une fois par an, une fois par, quarter, selon comment tu bosses et mmh, compagnie. C'est quand même très, très difficile de faire ça, vraiment à ouais, fond, parce que, tu as toujours une limite où tu dis: «OK, bah, je sais restaurer mes sauvegardes», mais tu vas tester ça dans un autre environnement qui est pas la prod forcément. Tu vas pas ouais, t'amuser à flinguer ta prod juste pour le plaisir de restaurer des backups, qui ont quelques heures ouais, de retard ou ce genre de choses. Donc tu es obligé de te faire, le mieux possible, et en fait, ouais, la vraie question, c'est un peu comme le CI, tu veux t'approcher le plus possible de la réalité, même si ce sera jamais la réalité, et sur ton DRP, c'est un peu la même chose, en mmh, essayant de s'approcher de bon, bah, vraiment, s'il se passait ça comme catastrophe, je pense que j'y arriverai, mais tu en es jamais vraiment sûr, et tu mmh, le vois, enfin, il y a je pense au crash de Datadog il y a quoi? Il y a 1 an, où ils ont eu pendant 24 heures, plus de 24 heures d'ailleurs, de coupure de service, parce qu'ils ont eu un souci de machines qui ont rebooté, enfin voilà, sur, plusieurs de leurs clouds, enfin une grosse catastrophe. ouais, Le CTO a fait un talk il y a pas très longtemps sur le sujet pour expliquer, les erreurs qu'ils avaient faites et ce qui s'était passé, et bon, il y a un DRP quoi, dans une boîte comme ça, tu sais qu'il y a tout un truc, et finalement tu as beau avoir un DRP, les meilleures intentions du monde, tu pas tu as une couille dans le potage littéralement, c'est l'expression consacrée, et tu tapes 24 heures de remise en service, et je pense que c'était pas ce qui était écrit dans le DRP non. Optimus, tu vois? Donc c'est super difficile en vrai, ça c'est vraiment un Ouais, truc, assez compliqué à gérer, et je pense que de mettre le plus de chances possible de ton côté, dès le côté CI, ça a une vraie valeur, parce que, plus tu enlèves d'inconnus en fait, mmh, plus, tu peux sortir avec des certitudes, au moment de ta sortie, de ta release, et être un peu, c'est ça. tranquille. J'en parlais avec quelqu'un de non tech et en fait, il me dit: «Ah mais Steph, c'est une assurance, c'est comme acheter une assurance de voiture» et tu fais: «En fait, oui, c'est exactement la même chose» parce que ton exemple Datadog, tu vois, ça m'était sorti de l'esprit, mais t'imagines, tu as un jour où ça marche pas, t'imagines les SLA. Donc les SLA, c'est contractuellement, hein, Datadog s'était engagé avec plein de clients. Ils ont sans doute explosé tous leurs SLA. Les SLA, ça vient avec, bah, des penalties. Ils ont dû payer, mais beaucoup derrière pour faire ça. Donc, c'est là où tu dis: «Attends, faudrait peut-être être un peu, bah, payer cette assurance pour tester nous-mêmes en avance, pour nous éviter
potentiellement d'avoir un truc qui va nous arriver, Ouais. on va pas le et ça Donc va je nous pense que dans beaucoup de boîtes, la SLA, le coût de la SLA contractuellement est anecdotique par rapport au coût de réputation que tu as derrière parce ah qu'en oui, fait, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, ça ouais, tu peux rembourser de l'argent, à tes clients parce que tu as pas été dispo pendant et cetera. Mais en ouais, pratique, tes clients ont transpiré pendant 24 heures parce que, enfin selon le service que tu rends et la criticité du service que tu rends, par exemple dans le cas mmh, d'un cloud provider, bon tu la catastrophe. Même un outil comme Datadog, la plupart des clients, utilisent, la plateforme d'observabilité pour savoir ce qui se passe chez eux. Ils se retrouvent à l'aveugle pendant 24 heures sur leur plateforme. Ils peuvent plus faire mmh, grand chose parce que tu sais pas trop, tu as plus de moyens de voir ce qui se passe sur ta plateforme. Bon, bah, du coup, la perte de confiance, elle peut être énorme et ça peut mettre en question plein de trucs derrière sur, tes contrats et cetera. Donc il y a clairement l'assurance, tu en as vraiment besoin pour éviter ce genre de catastrophe derrière. Enfin, c'est un peu le même principe que la sécurité où si tu as un problème de sécurité et un leak et malheureusement ça arrive, un peu à la question c'est pas: «Est-ce que ça va t'arriver?» souvent c'est: «Quand est-ce que ça va t'arriver et yes, comment tu vas le gérer?» et donc tu as intérêt à avoir le plus d'assurance possible derrière pour limiter le plus possible la casse. En fait, c'est toujours c'est ça. ça. C'est ça et c'est là où il faut des outils. Il faut des outils de contrôle. Faut en fait la tech, ça devient pas secondaire, mais c'est comment maintenant tu gères tout ce qui est au-dessus. Et ça, c'est un des use cases en fait qui fait mal. Mais de plus en plus dans la tech, je sais pas, mais ouais, on veut beaucoup d'assurance policies pour être sûr, parce que comme tu dis, il y a de plus en plus des zones qui tombent. Je pense que t'as des liens sur AWS et Google qui, avec la liste des zones qui tombent, c'est régulier. Il y en a régulièrement qui tombent. C'est pas du tout anecdotique. Des security leaks, des data leaks, il y en a tous les jours. En fait, c'est comment chacun maintenant prend un peu conscience de ça et se protège. Euh, Parce que, comme tu as dit, ça va arriver. Ça va arriver, tu le sais. Donc voilà, c'est là où nous ce qu'on voit et c'est la pain. La pain, elle est un peu différente. Hein, je vais être honnête, moi du début de conducteur, la pain, elle était un peu plus basse, elle était plus accès à la technologie de manière simple. Mais en fait, au plus tu évolues, au plus tu révèles en fait des problèmes qui sont basés sur d'autres problèmes. Et à la fin, en fait, tu arrives à des problèmes assez très haut level. Et c'est ce qu'on est en train de parler. C'est comment tu protèges tes données. Voilà. Un peu, OK. un peu ça. Est est-ce qu'il y a d'autres patterns en termes de CI/CD sur lesquels vous intervenez avec Conductor ou c'est l'essentiel de ça, c'est vraiment tout ce qui va être testing de scénario, d'enforce de configuration, on disait ça, en termes de déploiement aussi, il y a des choses ou ça roule tout Alors, seul après? déploiement, c'est une grosse partie. Et là, c'est pas nous, c'est par exemple, tu déploies ton infrastructure avec de la CI/CD. Par exemple, dans le monde Kafka, tu utilises Terraform. Tu peux utiliser Streamzy. Donc, Streamzy, c'est Kafka sur Kubernetes. Donc là, c'est Mmh. tout helmifié, CI/CD aisé. Euh, mais ça, on laisse cette partie. Moi, je suis vraiment pas infrastructure, même si j'adore ça. C'est chacun a une value propre, on va dire, une force en soi. Donc nous, on est vraiment basé sur eux. Et non, donc en termes de CI/CD, nous, c'est vraiment la protection, le contrôle de la sécurité, le testing. C'est déjà pas mal en vrai quand j'y pense. Il y a pas mal de choses. Euh, et la performance. Ah, ça c'est important, la performance. Je sais qu'aujourd'hui on a une facture assez salée côté AWS, nous, parce qu'on teste justement cette proxy. Hein. La proxy, il y a, quand tu fais comme ça, t'es au milieu en fait de tout le monde. Donc t'es critique, t'es sur le chemin critique des entreprises. C'est-à-dire, toi, t'envoies de la donnée, avant que ça arrive chez ton provider, où là, tu as signé un joli contrat, ça passe par nous. Donc tu dis, la première question qui nous vient, c'est souvent, ah, mais c'est pas un single point of failure ton truc? Ouais, mais comment ça scale? Et donc là, nous, c'est plus la CI, c'est des tests vraiment qui tournent tous les jours. C'est chaque modification qu'on fait, comment on s'assure qu'on n'a pas des régressions de performance. Parce on prend du 100 mégabytes par seconde, hein, les proxys, ça, voilà, c'est Ouais. un joli trafic. Et nous, je sais que là, c'est plus interne, la CI/CD, c'est ça, faut toujours s'assurer que ton produit finalement n'a pas de régression. Et pas là que les tests fonctionnels, mais les tests de performance. Donc ça, c'est un peu le next step. Mais quand tu es sur le chemin critique, c'est important. Et c'est aussi, tu as plusieurs providers. Nous, c'est un peu tricky à notre position. Comme on est entre les providers, on est agnostique. Peu importe ton Kafka derrière, on supporte. Mais chacun a une petite implémentation différente. D'accord, AWS, c'est pas pareil que Confluent, c'est pas pareil que Vanilla Kafka, Apache Kafka. Et donc, on est obligé de faire finalement une matrice. Et c'est là où la CI/CD, c'est pratique, les GitHub Action et autres, tu définis juste des matrices
OK, tu testes ce Kafka 1, 2, 3 et tu testes plusieurs scénarios. Et en fait, automatiquement, la CI va démultiplier ta matrice et va tout faire les tests toute la nuit, Ok. toute la nuit, toute la nuit. Donc là, le CI/CD, nous, ça nous sert énormément à faire ça aussi, ces histoires de matrices, pour être sûr qu'on couvre en fait le spectre global C'est- des tests. Tu fais la transition parfaite avec le sujet que je voulais aborder après, c'est justement votre CI/CD en interne en fait. À quoi ça ressemble chez Conductor? T'es CTO, tu dois savoir comment ça marche du coup, comment bossent les équipes chez vous. Et est-ce que c'est la cata? Est-ce que vous êtes content? Donc je comprends qu'il y a l'aspect perf est un peu couvert et tout, mais je dis Ouais. d'accord, on peut même en parler, mais ça ressemble à quoi dans les... Comment tu décrirais votre Alors, CI/CD aujourd'hui CI/CD a pas mal évolué. Non, on est assez, comme on est une boîte tech, on est assez, on va dire, aware des good practices. Euh, Elle a commencé très simplement avec des tests d'intégration, très rigolo, tu sais. Et ensuite, elle a commencé à grossir avec les problèmes que je te dis. La proxy, tu fais, OK, là, on va passer à notre stade. Aujourd'hui, notre CI, c'est, je regardais notre bill AWS, on est à 7000, 8000 par mois de factures. Et c'est quasiment que du EC2, hein. Enfin, en fait, on a nos propres runners, parce qu'on a des runners aussi de configurations différentes. C'est quasiment que donc GitHub qui est relié à des runners chez AWS chez nous. Donc c'est du Avec des GitHub Mac, Action, avec c'est du GitHub Action, qui avec qui des pointe vers nos propres, self-hosted nos runner, ouais, propres ok. runners. Ouais, tout à fait. Et là, on a un trick. C'était pas évident celui-là. On devrait utiliser un produit pour faire ça d'ailleurs. C'était comme on fait beaucoup de tests la nuit ou des fois la journée, on a des pics de PR en fait qui passent. Donc il y a vraiment plein de PR qui passent. Et nos PR, on fait les tests end-to-end. Donc les tests end-to-end, trois quarts d'heure, plus ou moins. Les machines, il faut les faire scaler notre parc de machines derrière. Les runners. Sauf que moi, je suis CTO, je fais non, non, mais je veux pas avoir 50 runners qui sont tout le temps up. Je veux que ça soit élastique. Et là, je sais que on n'a pas forcément trouvé la meilleure solution. On a une histoire de lambda qui tourne, qui est abonné à GitHub, qui dit à chaque fois, il y a une CI qui veut tourner. Ça passe dans AWS, qui vérifie en fait l'état des runners qui sont déjà ouverts, enfin déjà en train de tourner. On a un pool de runners qui sont déjà lancés mais inactifs, parce que le problème de l'élasticité avec les runners, c'est qu'ils mettent du temps à démarrer. Donc tu vas avoir un pré-pool, en fait, un pool déjà prêt. C'est là où en fait, ce que tu veux, c'est écouter l'épisode avec Cyril Rohr et installer Runzone, puisque Ah, c'est exactement exactement ce que fait Runzone. C'est donc vous écouterez l'épisode si vous voulez en apprendre plus sur la solution, mais ça résout ce problème-là. En fait, Runzone, c'est tu déploies des GitHub self-hosted runners sur AWS et en fait, il démarre tes machines EC2 pour faire les tests à la demande. Il les éteint quand c'est fini et il les démarre en moins de 30 secondes. Donc, tu démarres en 30 secondes une machine qui va lancer tes tests pour ta GitHub Action, tout simplement. Et il les éteint derrière. Donc, tu vas pas payer des machines qui tournent tout le temps pour rien sur... Ouais, c'est tout le problème que tu as avec... que GitHub n'a pas voulu résoudre. Je sais pas s'ils l'ont fait sciemment ou pas, mais en tout cas, c'est pas un problème qui est résolu avec... a priori, c'est leur runner que tu fais tourner chez toi. Faut te débrouiller, quoi. Et oui, donc, Runzone fait exactement ça, parce que résout ce d'accord. problème-là que tu décris et gère pour toi la flotte de machines dont tu as besoin directement sur ton provider cloud. Et ben voilà, donc bah magnifique, merci pour ça. J'irai voir après parce que ça nous a pris du temps. Je vais être honnête, il y a eu plusieurs itérations et j'ai jamais été, j'aime bien moi quand c'est visible. Je suis quelqu'un de très, j'adore les UI, j'adore les designs, j'adore les belles UI. J'adore mon terminal, hein, mais j'adore les UI parce que voilà, je suis un peu plus vieux maintenant, j'ai pas envie de jouer avec ma command line. Et aujourd'hui, ce qui me manque, c'est par exemple la visibilité sur justement mon évolution de runner pour savoir si on est à 50 peut-être, mais peut-être qu'il faudrait mettre 70 parce que des fois il y a des pics. Le week-end, je veux savoir un peu l'activité parce que pourquoi on aurait une activité le week-end à part les tests de perf? Est-ce qu'il y a quelque chose, un projet? On a des centaines de repositories GitHub. Euh, Comment je sais qu'est-ce qui se passe en fait? Mm. Pour pas, des fois, à un moment, j'avais vu un projet qui tournait tout le temps, il servait plus à rien. Il y avait une CI, il y avait un schedule GitHub Action. Je me dis, mais pourquoi en fait? Donc des fois, il faut aussi savoir optimiser. Mon CFO, il me remercie à chaque fois que je baisse les coûts parce que d'un côté, je les baisse avec ça, mais de l'autre côté, je les augmente avec les tests de performance. Bon, mais voilà, donc cette histoire de visibilité, d'élasticité des runners, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu, donc j'irai voir la solution parce que ça peut m'intéresser. Euh, et sinon, ouais, les tests end-to-end, ça c'est l'autre trick.
Aujourd'hui, on fait les tests dans chaque PR. Ça lance les tests Mmh. end-to-end. Et ensuite, ça les lance aussi sur la branche principale qui va être release. Mais ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de ressources. Et moi, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a. Moi, j'adore une feedback loop très rapide. Je suis un développeur lazy, mais j'aime pas le mème. Tu sais, il y a un mème assez connu, XKCD, où les développeurs ils se battent avec un duel parce J'attends que qu'ils le sont en train d'attendre la compilation. c'est ça, ouais, bien sûr, assez connu. Et ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien que ça aille vraiment très vite. Et en fait, c'est comment ta CI, t'optimises en fait la balance entre la sécurité et la non-sécurité. Donc la non-sécurité, c'est je fais pas de test, mais j'ai une feedback loop de compilation, super, mais ça va pas forcément m'aider. Et donc c'est comment je fais ma balance entre mes tests unitaires, mes tests d'intégration, mes tests système, où et quand je les fais. Donc voilà, ça c'est un sujet en cours. Moi j'essaye de trouver un peu la balance euh, pour que finalement on ait une meilleure réactivité aussi. Quand quelqu'un fait un code, il doit attendre 3/4 d'heure aujourd'hui avant de pouvoir merger. Et des fois, tu changes de bout de ligne. Ah ouais, mais il y a les tests end-to-end. T'es là, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lancer les tests end-to-end? Euh, et après, alors, et ça, c'est un sujet qui est en cours aussi. C'est bien d'avoir de la CI/CD. La CI/CD, ça plante, c'est fait pour planter régulièrement, hein, pour te protéger. En fait, c'est comment tu as un reporting assez global de savoir c'est quoi les erreurs communes que ta CI a. Par exemple, des timeouts. Parce que des fois, Docker, il est lent. Des fois, tu as un système externe qui est lent. En fait, c'est comment tu as un peu cette visibilité sur comment ma CI travaille. Parce qu'aujourd'hui, tout est un peu isolé tu sais, dans les logs GitHub Action, tout est isolé. Il faut aller voir les logs, machin. Mmh Et mh. donc, c'est comment, en fait, tu fais révéler, quand tu as des milliers de CI qui tournent par jour, non, je vais pas aller voir les logs. Montre-moi, en fait, globalement, qu'est-ce qui se passe. Ça, j'ai pas de solution encore. J'ai demandé, on est en train de parser les logs et de faire un truc à la main. Donc, si tu as quelqu'un d'autre qui fait ça, Nous, on fait ça. En fait, le produit d'accord. qu'on sort, à la rentrée, chez Mergify, ça s'appelle CI Issue, ça fait littéralement ça, c'est que ça va lire les logs à ta place de CI qui échouent et ça te trie toutes les erreurs de CI et ça te crée des issues. En fait, si, tu connais, Sentry par exemple, en fait, pour les Ok. développeurs, quand tu as une erreur en prod, bah, tu as une exception qui va être raise par exemple et Sentry va l'attraper, te dire: «Voilà, tu as un problème, 10 fois par jour, tu as cette exception» et cetera. Bah, nous, on fait la même chose avec le CI. En fait, on est le Sentry du CI, donc quand tu as des problèmes de CI qui impacte tes développeurs, par exemple, sur leur pair régulièrement parce que tu as un Docker pull qui time out, parce que tu as un test qui est flaky, bah, on le trie automatiquement, on crée une issue pour que tu puisses la traquer. On te dit quel est le pourcentage de tes PR ou de tes jobs qui sont Mm. impactés. Et si oui ou non, c'est urgent de la corriger. Et après, à toi de la corriger, de voir quel est le problème. Mais on fait remonter ces erreurs-là. Pour pas, justement, c'est un des problèmes souvent que les ingénieurs qui s'occupent du CI ont, c'est que c'est souvent des gens qui s'occupent du CI et les développeurs à côté qui utilisent ce CI, même s'ils le maintiennent aussi, etc., mais qui se retrouvent surtout dans les monorepos où tu as beaucoup de développeurs avec des problèmes sur des jobs où ils ont aucune idée ce que c'est, ils font juste que Mm. relancer les jobs en disant bon, c'est sûrement un test flaky ou un problème, etc. Du coup, les problèmes passent sous le tapis et tu peux pas les corriger pour plus que ça arrive, ce qu'en général tu veux faire pour bah, économiser du temps de CI, minimiser ta latence, que tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est le problème, c'est ta latence de merge. Quand tu as 45 minutes de test à attendre, bah, en fait, tes développeurs, surtout si tu fais du développement continu, ils sont un petit peu tristes de devoir attendre 45 minutes et donc il faut trouver des compromis pour réduire ça. Mais s'ils doivent relancer en plus les jobs au bout de 30 minutes parce que ça a planté à cause d'une erreur, d'un test flaky ou autre, voilà, donc ouais, c'est le prochain produit sur lequel nous on bosse en interne, c'est justement gérer ça parce que et c'est un truc que personne ne fait. Il y a pas de produits aujourd'hui sur le marché Mm. qui font ça, puisque c'est un truc que tout le monde semble vouloir ignorer. Alors on se dit que non, il faut pas l'ignorer. Tu as l'air d'être comme nous, de dire que c'est bien de savoir les problèmes de CI et de pouvoir les corriger. Avoir une bonne hygiène de CI, c'est quand même cool à long terme pour gagner Ouais. du temps, être efficace. Et puis pas avoir des développeurs qui sont un peu frustrés du fait que bon bah le CI il a encore planté, il plante une fois sur deux, et puis on sait pas pourquoi, on va juste le relancer quoi. C'est pas une super expérience. Non. Non, voilà. Bah écoute, si tu veux un design partner, comme on dit, hésite pas, avec grand plaisir. Ça marche, on va se câbler après, on va discuter de ça. Je pense que tu vas pouvoir bêta tester pour nous, parfait. Très bien, impeccable. Et bah, je pense qu'on a fait un bon tour de tous les sujets, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur votre CI en interne, mais je pense que tu as bien couvert tous les aspects, des tests unitaires, fonctionnels et comment vous bossez. Est-ce que au-delà des limitations dont tu parlais, vous avez des gros projets? Vous êtes content de là où vous en êtes aujourd'hui ou? Oui, bah ouais, on est assez content, même un peu. Voilà, on est en train de faire notre
stratégie là sur ce qui arrive. Je vais pas en parler là parce que voilà, la compétition, etc. Ou même nous, Ouais. il faut que mon messaging soit un peu plus crisp. Mais oui, en gros là, si je vais dire ça à tous ceux qui utilisent, on va dire Kafka ou du data streaming en général, voilà, on va vraiment simplifier en fait encore plus ces histoires de contrôle avec la sécurité et vraiment de manière simple. Pas faire de la tech pour de la tech, mais faire de la tech pour finalement le business. C'est pour être lazy. Je suis un lazy développeur. J'aime bien quand les gens sont lazy, vraiment lazy. Euh, donc voilà, il y a des choses qui arriveront. Regardez le site web et vous verrez. Top. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Pas de souci. Merci à toi, Julien. Salut tout le monde.